Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble dans l'actualité de ce samedi. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'Union européenne pour lutter contre la pauvreté des producteurs, le travail des enfants et la déforestation. Le projet vise le renforcement des capacités de la société civile ivoirienne pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao. Il a été lancé jeudi dernier par la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. La rentrée solennelle de l'université de Bandoukou est prévue pour le 2 octobre prochain et pour se faire une idée précise de l'avancement des travaux dans cette université, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une visite à Bandoukou. Sur place, il a fait plusieurs constats, notamment le taux de réalisation des travaux qui s'élève à 85% à cette date. Adama Diawara est revenu rassurer que les délais seront tenus. Et puis au Bénin, 33 personnes sont mortes aujourd'hui dans un incendie. Le drame s'est déroulé à Semmé-Kraké, à la lisière de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. L'origine est encore méconnue. L'incendie est survenu dans un entrepôt d'hydrocarbures de 1000 mètres carrés. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. La société civile ivoirienne, bientôt formée sur la notion du cacao durable. C'est un projet nouveau mis en place par la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. La fête hier d'environ 11 organisations non gouvernementales et 55 organisations de producteurs de cacao. À terme, le projet permettra de lutter plus efficacement contre la pauvreté des producteurs, le travail des enfants ou encore la déforestation. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Plus de détails avec Dangui Dangui. Le combat pour une meilleure rétribution des producteurs et productrices de cacao ivoirien se poursuit et a donné naissance au projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Projet initié et piloté par la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. Cette initiative de cette plateforme composée de 11 ONG et 55 organisations de producteurs de cacao est bien accueillie par les producteurs et des officiels. Ce que nous attendons, c'est de continuer de travailler pour que nos problèmes soient pris en compte et que les plaidoyers, soit au niveau national, international, soient pris en compte pour que nos conditions de vie soient améliorées. En tant que député, je ne peux que demander que les chocolatiers qui, eux, ils savent ce qu'ils gagnent au bout là-bas, qu'ils fassent un feedback pour dire qu'est-ce que les parents gagnent et qu'ils essaient d'améliorer si effectivement nos produits sont produits dans les normes qui ont été prescrites. Alors il faudrait aussi connaître le prix que nous voulons. Du reste, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable ne manque pas d'arguments ni de leviers pour lutter contre la pauvreté des producteurs, le travail des enfants et la déforestation. Nous mobilisons les consommateurs et consommatrices. Donc, on les donne les informations sur les chaînes de valeur, sur des conditions de vie des producteurs et productrices ici en Côte d'Ivoire, leur pauvreté et leurs conditions de vie. Et on les mobiliser dans les différentes campagnes et actions pour qu'ils mettent la pression aussi sur les entreprises en Europe pour qu'ils changent leurs pratiques d'achat, par exemple. Il faut que, j'ai envie de dire, toutes les parties de la chaîne de valeur puissent se connaître, puissent dialoguer et que tout ça, ça puisse être concrétisé à travers une plateforme qui va aussi vers le gouvernement ivoirien ensuite, qui va ensuite vers l'Union européenne, qui est capable effectivement de faire porter la voix des producteurs, des citoyens engagés autour du cacao durable. Le projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire va durer 3 ans et est financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros, soit plus de 1,5 milliard de francs CFA. Et dans un autre chapitre, la coopération se renforce au sein de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La République démocratique du Congo est venue apprendre durant 2 jours, les 20 et 21 septembre dernier, de l'expertise ivoirienne. Les ministres en charge du commerce, de l'industrie et des PME des 2 pays ont longuement échangé en marge du 9e Forum des affaires internationales Makutano, forum qui s'est tenu ici à Abidjan. Les précisions de Juliette Ouéa. La République démocratique du Congo s'inspire du modèle ivoirien pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers signataires de ce projet économique en mars 2018.
En marge donc du 9e Forum des affaires internationales Makutano, ouvert à Abidjan, une délégation congolaise conduite par son ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa, a rencontré le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba. Les deux parties veulent renforcer leurs échanges commerciaux. Je me félicite du renforcement et de coopération entre nos deux pays, et également de la vision commune que nous avons d'intensifier le commerce intra-africain. Parce que c'est ce qui permettra à notre continent d'être développé, et ce à travers l'agenda 2063, c'est-à-dire avoir l'Afrique que nous souhaitons, qu'elle soit prospère et qu'elle soit également en paix, et que l'Afrique puisse consommer les produits en fait, qui sont transformés localement, et que notre continent puisse encore plus peser dans le commerce international. De mon côté, j'ai décidé aussi d'envoyer 2 missions ici, en Côte d'Ivoire. L'une pour un partage d'expérience dans la mise en œuvre de la ZLECAf. L'autre pour que nos 2 outils de promotion d'exportation, Côte d'Ivoire Export et Agence nationale de promotion d'exportation de la RDC, puissent se mettre ensemble pour que nous passions du discours à la réalité, de sorte à identifier le produit pour lequel la RDC a besoin, mais la Côte d'Ivoire produit de manière compétitive, mais aussi des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire a besoin, que la RDC produit. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont estimés à 7,2 milliards de francs CFA en 2022. La toute nouvelle université de Bandoukou reçoit ses premiers étudiants le mardi 3 octobre prochain. Cependant, les travaux sont-ils terminés ou sinon, quel est leur état d'avancement? Des questions qui taraudent l'esprit du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara s'est rendu en personne à Bandoukou hier vendredi 22 septembre pour avoir réponse à ces interrogations sur place. La correspondance de Herman Niamia. C'est la 4e visite que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue à l'université de Bandoukou. Cette fois-ci dans un contexte tout particulier. L'institution universitaire ouvre ses portes le 2 octobre prochain. Adama Diawara est donc venu inspecter l'avancement des travaux afin de s'assurer que la rentrée solennelle sera effective. Les bâtiments prioritaires tels que la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres, les restaurants et les cuisines de l'université sont quasiment prêts à recevoir les étudiants. Tout sera prêt le 2 octobre pour l'ouverture de l'université de Bandoukou. Au plan technique, au plan de la réalisation des infrastructures, nous sommes à environ 95%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Satisfait parce que les travaux ont avancé, j'aurais dit, à grands pas depuis notre dernière visite. Mais cela dit, évidemment, j'ai exhorté les uns et les autres à faire en sorte que d'ici le 2 octobre, les quelques retouches qu'il faille faire sur les bâtiments prioritaires soient achevées. Pour cette première phase, 510 étudiants sont attendus dans cette université. Une des préoccupations du ministre Adama Diawara concerne les infrastructures d'hébergement parce que selon lui, l'université ne pourra pas absorber tous les étudiants. Au démarrage, il n'y a pas de problème, on a 510 étudiants, on a déjà une aile de la cité qui est prête, qui pourra accueillir 500 étudiants, mais ça c'est pour la première cohorte. Mais après, pour les deuxièmes cohortes et les autres à venir, il est évident qu'on ne pourra pas loger tous les étudiants en cité, donc il va falloir que les élus et cadres, ainsi que les opérateurs économiques de la région puissent construire des logements pour accueillir ces étudiants-là. Sur la question, le président du conseil régional du Gondougo rassure. Les mesures sont déjà prises et je vous assure que vous pouvez être rassurés, nous n'allons pas avoir honte, que ce soit les enseignants ou que ce soit même les étudiants à terme, tout le monde aura un toit pour se loger ici à Bandoukou. L'achèvement des infrastructures restantes est prévu pour le 31 décembre prochain. La première phase de l'université de Bandoukou a été conçue pour accueillir à terme 3000 étudiants. Et cette première entrée marque le début de cette ambitieuse trajectoire. À terme, l'université accueillera jusqu'à 20 000 étudiants.
L'université de Bondoukou qui ouvre donc ses portes le lundi 2 octobre 2023. Dans un autre chapitre, plus les années passent, plus l'Afrique pâtit des conséquences du changement climatique. Le continent n'est responsable que de moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est l'Afrique, vous allez le voir, que le moins à même de faire face aux effets délétères du changement climatique. Durant 3 jours, des experts venus de plusieurs pays se sont retrouvés ici en Côte d'Ivoire pour échanger, mais surtout pour partager leurs expériences sur la question. Le reportage d'Astou Touré d'Agnogo. La lutte contre le changement climatique s'intensifie en Côte d'Ivoire. Cette formation est initiée afin de permettre aux enseignants-chercheurs de renforcer leurs capacités, partager leurs expériences et d'intégrer les innovations dans les curricula d'enseignement. C'est une question transversale et qui touche tous les secteurs d'activité. Il est tout à fait opportun d'actualiser nos connaissances dans ce domaine. Cette formation nous permettra, en tant qu'enseignants, d'intégrer des notions et d'informer nos apprenants, nos étudiants sur le changement climatique, qui n'est pas seulement la variation climatique, mais qui a des impacts aussi bien sur la biodiversité, sur l'agriculture durable. Ce séminaire est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de former des enseignants qui, à leur tour, vont former des étudiants pour avoir plus d'impact sur la société. L'Ouaskal est un centre doctoral spécialisé dans la lutte contre les changements climatiques, installé dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, en ce sens que le pays n'échappe pas à cette réalité. On est en train tous, dans toute la chaîne, de tenter de maîtriser l'information pour qu'au moins notre adaptation à ce changement, parce que c'est qu'il faut que nous comprenions, ce changement ne va pas s'arrêter. Mais il faut qu'on s'y adapte. Et pour s'adapter, il faut trouver des moyens. Et ces moyens, c'est ce qu'on appelle la résilience. L'atelier de sensibilisation et de formation sur la séquestration du carbone a réuni environ 80 experts. Un autre combat reste à mener pour l'Afrique et pour notre pays, c'est le phénomène des enfants en situation de rue. La Côte d'Ivoire multiplie ses efforts et vient d'ouvrir le premier centre d'accueil pour enfants en situation de rue. Situé à Yopougon, le centre a accueilli vendredi ses premiers pensionnaires, 101 enfants, dont une fille, récupérée dans la rue de Cocody par la ministre Nasséné Touré et ses équipes. Le centre d'accueil de Yopougon est le premier sur une liste de 5 centres dont la construction a été approuvée par le président Alassane Ouattara à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Tu m'avais dit que quand je serai grand... 4 h du matin ce vendredi, Engré 7e tranche, commune de Cocody, dans les environs de plusieurs débits de boissons, se trouvent des jeunes, pour la plupart des mineurs. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met sa sensibilité de mère à profit afin de les sortir de la rue. Plus loin, terminus 81-82, toujours dans la commune de Cocody. Nasséné Touré entame une négociation avec un enfant qui veut rester dans la rue. Plus de retour. On trouve ta solution, mais on discute avec toi. Tu as compris? Pardon. Mais nous, on peut pas te laisser ici. Une riveraine essaie volontairement d'apporter son soutien à l'opération. Ça fait pitié. Les parents ont leur part de responsabilité. On conseille nos sœurs qu'elles essaient de voir. Même si tu n'es plus avec le père de l'enfant, il faut que tu essaies d'encadrer ton enfant. L'enfant, c'est un avenir. Pour cette nuit, 101 enfants, dont une fille, sont sortis de la rue et conduits dans le premier centre d'accueil à Yopougon. La malade ministre dit qu'on peut rester si on nous soigne au moins à n'importe quelle heure. Donc on est toujours content. Si à ballon, n'importe quel joueur reste ici, si à carré même ici dedans. Ceux qui devraient retourner à l'école retourneront à l'école. Ceux qui devraient apprendre un métier seront soutenus par le ministère en collaboration avec d'autres ministères techniques dans le comité de pilotage. Nous aurons aussi ceux qui ont besoin d'aller dans un centre de réinsertion sociale pour leur apprendre les valeurs fondamentales qui régissent nos pays, iront dans ces centres déjà qui existent. Ceux qui doivent être réconciliés avec leur famille, nous avons déjà un programme en collaboration avec l'UNICEF appelé Strong Family qui fonctionne très bien, vont retourner
dans leur famille. La ministre réaffirme la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui tient à 0 enfant dans la rue en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu accorder un budget de 1,2 milliard de francs CFA pour 5 centres d'accueil sur 10 mois. Et un centre à Yopougon, un à Marcory, un à Koumassi, un à Abobo et un à Port-Boué, 5. Après son implémentation à Abidjan, le plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue va s'étendre aux localités de l'intérieur du pays. Et dans un autre chapitre, le conseil régional de Gbeke, fort de 80 conseillers, a officiellement désigné son président. Il s'agit de Jacques Assaouré Konan, tête de liste lors des élections du 2 septembre dernier. Il sera aidé dans sa tâche par 7 vice-présidents. Le nouveau bureau entend travailler en symbiose avec tous pour le développement de la région de Gbeke, comme nous le montre Kader Sogodogo. Jacques Assaouré Konan Toussouri, bénéficiant d'un standing ovation. Après l'élection de sa liste, le 2 septembre dernier, il est officiellement élu par les conseillers régionaux en qualité de président du conseil régional de Gbeke. Il serait aidé dans sa tâche par 7 vice-présidents, dont le premier est Bema Fofana, député de Bouaké. Pour Jacques Assaouré Konan, l'heure du développement de la région de Gbeke a sonné. Nous allons convoquer toutes les couches sociales, écouter leurs préoccupations et dresser la liste des priorités et commencer à y travailler. Un nouveau départ qui sera amorcé avec l'union sacrée de tous les enfants de Gbeke. Notre slogan, c'est un Gbeke uni et prospère. L'union est fondamentale. Nous sommes dans une région qui a connu la guerre. Les stigmates sont encore là. Nous allons faire en sorte d'effacer définitivement ces stigmates et faire en sorte que les populations de Bouaké vivent en frères et sœurs pour que le développement suive. Cette cérémonie d'installation présidée par le préfet de région Thiofosier s'est faite en présence de Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama. Le conseil régional de Gbeke, ce sont au total 80 conseillers régionaux. La région de la Maraoué tient aussi son président de conseil régional. Il s'agit de Zorobi Balo. Le nouveau président et ses 5 vice-présidents conduiront la politique de développement de la région. L'investiture s'est tenue à la préfecture de Boisflé. Djenema Ouattara, Charles Tatou. Effervescence à la préfecture de Boisflé, région de la Maraoué. Cette ambiance se justifie par la cérémonie d'installation officielle de Zorobi Balo Epiphane, franchement élu à la tête du conseil régional. Occasion pour Zorobi Epiphane de révéler son plan stratégique de développement local 2023-2028 pour la région. Le Conseil a besoin de se doter de façon urgente d'un outil de pilotage de l'action au service du développement. Créer un cadre de cohésion sociale, valoriser notre force culturelle, construire une équipe et équiper nos départements, investir pour les jeunes, soutenir les femmes. Gombadi Georges, préfet de la région de la Maraoué, a souligné l'immensité de la tâche qui attend les conseillers avant d'inviter le nouveau président à l'union, à la solidarité, à la cohésion et à l'écoute pour un développement harmonieux de la région. La région de la Maraoué compte 5 départements, notamment Goïtafla, Bonon, Boisflé, Saint-Fra et Zuenoula. 5 apprentis chaudiéristes, 11 coiffeurs et 14 maçons sont en France pour une formation de 6 semaines. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Avant leur départ, ils ont échangé au lycée technique de Cocody avec le directeur de cabinet du ministère. Moustapha Sangaré leur a demandé d'être des apprenants assidus et exemplaires. Le reportage d'Issa Chunayeo. La formation des jeunes apprentis dans le cadre de l'école de la deuxième chance en France, initiée par le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, se poursuit. 30 apprenants viennent de décoller pour Aquitaine en France où ils seront formés pendant 6 semaines dans les métiers du BTP. C'est un rêve et ce n'est pas permis à tout le monde.
d'accord, je remercie le président, je suis contente. Beaucoup de jeunes rêvent d'avoir un lendemain meilleur, mais peu d'entre nous sont véritablement formés. Grâce à ce programme de l'école de la deuxième chance, je pense bien que les jeunes Ivoiriens seront véritablement outillés pour pouvoir être aptes à pouvoir participer au développement du pays. Avant leur départ, ils ont échangé avec le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Moustapha Sangaré leur a demandé d'être exemplaires au cours de cette formation. Ces jeunes, quand ils reviennent, non seulement ils vont travailler dans une entreprise, mais ils vont être parmi eux, on va sélectionner les futurs vacataires des centres que nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire. Parce que le but, ce n'est pas d'envoyer toujours des gens à l'extérieur, mais c'est de pouvoir avoir des compétences et puis pouvoir développer ces formations dans nos centres de formation qui sont en construction. Cette vague de jeunes apprenants constitue l'avant-dernière des 130 apprentis qui sont formés en France pour cette année 2023. Sam Conan a aussi pris l'avion pour la France. Notre reporter participe à la 3e édition du salon Innopolis. Il est organisé par l'Association internationale des régions francophones pour le développement des collectivités et territoires africains. Le district autonome du Bassa-Sandra de la Côte d'Ivoire est à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Son reportage. 3e édition du salon Innopolis de Paris. L'AIRF, Association internationale des régions francophones, qui regroupe 200 collectivités territoriales, met l'Afrique à l'honneur à travers un village dédié aux villes et territoires africains. L'AIRF a l'initiative du salon Innopolis pour inviter également les collectivités territoriales pour expliquer les potentialités de leur territoire, les besoins et créer des courants d'affaires, découvrir aussi des solutions d'investissement par exemple pour développer les entreprises, les PME de leur propre territoire. Comment consolider l'écosystème des PME? Une priorité majeure pour la souveraineté de l'Afrique. L'un des thèmes majeurs abordés au cours des tables rondes et panels. Le principal frein, c'est les problématiques de maintenance, et la maintenance implique effectivement une politique de formation ambitieuse. Qu'on importe aujourd'hui du matériel, très bien, mais ce matériel doit pouvoir être maintenu, doit pouvoir être amélioré par les Africains. À cette rencontre riche en enseignements, le ministre-gouverneur Philippe Légré a parlé de l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la consolidation de l'écosystème des PME. Le président Alassane Ouattara a pris toutes les dispositions pour mettre en place d'abord un ministère chargé des PME. Le financement des PME, le gouvernement fait l'effort. Il faut aussi beaucoup de garanties et tout ça. Et c'est toute cette politique-là qui est mise en œuvre à l'effet de permettre aux PME d'être créées, de bien fonctionner. Occasion toute trouvée pour vendre les atouts et potentialités du district autonome du Bassa-Sandra. Nous avons vendu vraiment notre district. Nous leur avons dit quelles sont les potentialités du tourisme, des ressources halieutiques. Nous avons également la transformation des ordures en énergie. Nous avons parlé d'énergie renouvelable. Nous avons un sol qui est très riche. Alors nous appelons les investisseurs à l'effet d'industrialiser notre district. Le salon Innopolis de Paris, c'est également des rencontres B2B, des expositions visitées par la délégation ivoirienne. Le tournoi de la cohésion sociale du nouveau quartier dans la commune de Yopougon a livré son verdict. La 8e édition de cette compétition, dotée du trophée Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, a été remportée par la formation du nouveau quartier KGB qui était face à l'équipe du quartier Maroc. Objectif de ce tournoi, créer une saine émulation et un esprit de fraternité, forcément, entre les jeunes de la commune. Frédéric Oulayi, à Boussanogo. Duel passionnant et serré entre l'équipe du quartier Maroc et celle du nouveau quartier KGB. Une confrontation qui marque l'apothéose du tournoi de Maracana doté du trophée Adama Bictogo. Au terme du temps réglementaire, l'équipe du nouveau quartier arrache la victoire et s'empare du trophée de la compétition. Rassembler et promouvoir la cohésion autour du ballon rond est l'objectif de ce tournoi de la fraternité. Tout ce qui est fait pour l'encadrement de la jeunesse nous interpelle et nous ne pouvons que répondre présent. Donc dire à la jeunesse ivoirienne que l'espoir est permis, que le président même offre beaucoup d'opportunités pour leur épanouissement. Le parrain de cette compétition a invité les jeunes à saisir les opportunités d'insertion contenues dans le programme de l'année de la jeunesse. Il faut multiplier ce genre de tournois, il faut faire participer davantage de jeunes, davantage de quartiers pour créer vraiment une inclusivité afin que Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire,
joue son rôle de locomotive. Le député Ibrahim Ouattara, conseiller technique du ministre de la Communication, a exhorté les jeunes à prôner les valeurs de paix et de cohésion. Les différentes formations sont réparties avec de nombreux lots, des jeux de maillots et le trophée, ainsi que des enveloppes pour le vainqueur. Restons toujours à Yopougon, où les amoureux de la musique reggae peuvent se réjouir. La 7e édition de Yopougon Reggae Festival a été lancée. L'art au service de l'environnement est le thème choisi pour cette édition. Le festival veut aussi dénicher les talents qui sommeillent en la jeunesse de Yopougon. Serge Pacom Didier Nguessan. L'art au service de l'environnement. C'est autour de ce thème que va se tenir la 7e édition du Yop Reggae Festival, une sorte d'expression artistique, de réflexion et de promotion de valeurs telles que l'amour, la fraternité, la paix prônée par le reggae. Qu'est-ce que nous les artistes on propose face à ce défi qui est le réchauffement climatique? Alors on a voulu prendre l'angle du recyclage, puisque nous exprimons que par les œuvres que nous proposons. L'innovation, c'est le prix Yop Reggae Festival, qui va consister à mettre en compétition des jeunes talents au niveau de reggae. En 48 heures, le lauréat là, Yop Reggae va lui donner la visibilité à travers son réseau de partenaires presse et médias. Mais en plus de cela, on va lui permettre d'être sur 2 ou 3 festivals à travers la sous-région. Le reggae musique doit être compté parmi les musiques ivoiriennes aussi. L'appel que je peux lancer, c'est de venir ensemble soutenir, puisque ce n'est pas seulement pour ces reggaemans, c'est pour aussi valoriser la commune de Yopougon et puis faire encore de plus la promotion de la culture ivoirienne. L'acte 7 du Yop Reggae Festival bénéficie du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministère de la Culture et de la Francophonie ne ménage aucun effort pour soutenir ces genres d'initiatives. Nous sommes enclins à les accompagner tant au plan institutionnel qu'au plan financier. Panel, parade de marionnettes, animation, exposition, vente, découverte gastronomique, concerts géants seront au menu de ce festival prévu du 28 au 30 septembre prochain au complexe sportif de Yopougon. Et toujours dans le chapitre culture, le peuple Atchan célèbre le Fatchoué, fête de génération pour consacrer la génération Blessoué Djeou, dont la tranche d'âge est comprise entre 81 et 86 ans. Cette célébration culturelle consacre officiellement la génération qui a en charge la gestion du village et du patrimoine culturel Atchan. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Khalil Diomandé. Umba dans village, dans la commune de Cocody. Toujours fidèle à ses traditions, malgré le modernisme. Le Fatchoué, ou la fête de la maturité en pays ébrié, encore célébrée. On assiste à la consécration de la génération Blessoué Djeou. Ça symbolise officiellement notre implication de la gestion du village. Donc au travers de cette implication, nous célébrons par des danses guerrières. Son de tam-tam, cascagnette traditionnelle, grêlot, sifflet. Des rites qui consacrent officiellement la génération Blessoué Djeou dans la gestion administrative du village. Les membres sont désormais matures et prêts à assumer des responsabilités. J'encourage tous les membres de la catégorie à travailler la cohésion sociale autour de tous les fils du village afin que le village puisse avancer. C'est une fête culturelle, mais aussi c'est une occasion en pays Atchan pour manifester la posture de maturité d'homme pour cette génération blessée. De sorte que désormais, sur la place publique, au village, elle puisse se manifester, elle puisse donner son point de vue. La Fatchoué, une autre façon de promouvoir et de pérenniser la culture Atchan dans notre société en pleine transformation culturelle et urbaine. Et dans le reste de l'actualité, nous vous le disions en titre, au Bénin, 33 personnes sont mortes aujourd'hui dans un incendie. Le drame s'est déroulé à Semek-Kraké, à la lisière de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. L'origine est encore méconnue. L'incendie est survenu dans un entrepôt d'hydrocarbures de 1000 m². Selon le chef des sapeurs-pompiers béninois, on compte au moins un enfant parmi les corps. 3 personnes brûlées ont été évacuées. Des motos, des véhicules ont aussi consumé.
Nous arrivons au terme de ce journal avec l'espoir de vous retrouver à 23h ce dimanche. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain journal à 6h30 sur RTI 1. Bonsoir.